Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. L'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de La République En Marche. Merci d'être avec nous ce matin. Vous interrogez à mes côtés Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Nathalie Moret du Bonjour groupe EBRA, Cyril. 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Presse quotidienne régionale qui retransmettra votre interview en vidéo sur ses sites ce matin, Aurore Berger, à partir de 10h30. On va parler de ce soir. Le président de la République doit intervenir depuis l'Élysée. Il doit être compréhensible par tout le monde, comme l'a dit Alain Juppé, dont vous étiez proche. C'est ça qu'il doit faire Emmanuel Macron. Il y a une parole qui est très attendue. C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que ceux-là même qui parfois contestent la légitimité du président de la République sont les mêmes qui disent qu'il faut absolument qu'il s'exprime parce qu'on a besoin que le président s'exprime. En tout cas, il s'exprimera à 20h, une adresse à la nation depuis l'Élysée. Je pense que ça permet à la fois de redonner la trajectoire parce que parfois on a peut-être perdu un peu le fil des réformes qu'on fait parce qu'on a tellement envie d'aller vite que peut-être que ça n'est pas paru suffisamment lisible aux Français par rapport à la promesse initiale qui était la nôtre, de nouvelles protections, de réconciliation des Français. Et puis, en effet, parler clairement, évidemment. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il ne l'ait pas fait dans le passé. Parler clairement, et Alain Juppé dit aussi qu'il faut parler avec empathie. Est-ce qu'Alain Juppé est le mieux placé pour faire la leçon à Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il fait la leçon. En tout cas, oui, je pense qu'il faut démontrer, évidemment. Il y a une demande qui s'est exprimée de la part des Français que le président de la République s'exprime, parce qu'on a vécu une période, et on vit encore, une période trouble. On voit bien que dans les manifestations, ce qui remonte beaucoup, c'est l'arrogance du pouvoir, l'arrogance d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une majorité qui a été trop arrogante ? Oui, probablement. À partir du moment où c'est ressenti comme tel, c'est probablement qu'on a laissé ce sentiment naître. Peut-être parce qu'on était nouveau, parce qu'on est plus jeune, parce que quand on est député à 30 ans et plus quand on est député un peu plus âgé, peut-être qu'on renvoie plus facilement ce sentiment-là aussi parce que moi, je ressens énormément de sincérité chez nos collègues. Vous les avez rencontrés, vous les avez interviewés, vous voyez à quel point ils ont envie d'agir, ils ont envie que ça fonctionne. Et donc, on a envie aussi d'aller vite et peut-être qu'on a péché par cet excès de sincérité, de volonté d'aller extrêmement vite sur les réformes. Aurore Berger, sur le fond, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'allocution ce soir ? Est-ce que vous prônez par exemple le fait qu'on accélère et qu'on supprime... qu'on accélère la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, pour être très concret ? Moi, je pense qu'il y a deux choses à la fois. Il ne faut pas se renier. Parce que se renier, ça voudrait dire qu'on renie l'élection, qu'on renie le fait qu'il y a eu un suffrage qui a fait qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'il a obtenu une majorité. Donc pas changement de cap ? Moi, je pense qu'il ne faut pas de changement de cap. Je pense que ce serait délétère qu'il y ait un changement de cap. Pourquoi ? Parce que oui, j'entends bien qu'il y a une colère qui s'est exprimée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez 300 000 personnes à la première manifestation et 140 000 personnes hier dans les rues que ça veut dire que tout doit être balayé, tout doit être oublié. Par contre, oui, je pense qu'il faut accélérer. Notre projet, ça n'a jamais été ni un projet ultralibéral, ni un projet pour taxer plus les Français. Ça a été un projet qui était de dire on va donner plus de liberté aux Français parce qu'ils auront dans le même temps plus de protection. C'est les réformes en matière éducative, c'est la formation professionnelle, c'est le renforcement aussi de l'ordre public et de la sécurité. Et ça, à mon avis, il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Bercy est souvent très créatif, vous savez, pour inventer de nouvelles taxes ou expliquer qu'on ne peut pas faire suffisamment vite. Mais il va falloir que l'administration travaille suffisamment vite parce que c'est le politique qui décide dans ce pays. Tout à l'heure, à 10h, le président de la République a convié tous les partenaires sociaux, une sorte de grande conférence, presque de Grenelle, sauf que la ministre du Travail a d'entrée de jeu dit qu'on n'augmentera pas de coup de pouce au SMIC. Est-ce que c'est une bonne façon de discuter avec les corps intermédiaires ? Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être discutées que celle de l'augmentation du SMIC. Déjà, le SMIC, entre le moment où on a été élu et le 1er janvier où il va être encore revalorisé, il aura gagné 58 € par mois. Ça fait 700 € par an. C'est pas tout à fait négligeable quand vous gagnez le SMIC. Et à cela, vous ajoutez des baisses de cotisations et la revalorisation de la prime d'activité. Et la prime d'activité, elle a deux grandes valeurs ajoutées. Déjà, c'est pas uniquement pour ceux qui gagnent le SMIC. C'est notamment pour ceux qui ont des plus petits niveaux de revenus. Et puis, c'est pas les entreprises qui ont à leur charge la prime d'activité. Il y a d'autres choses qui doivent être discutées. On parle de la prime mobilité, notamment, pour celles et ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule. La région Hauts-de-France l'a mis en place. Est-ce que ça peut être généralisé ? Sous quelles conditions ?
président de la République a déjà dit qu'il était prêt à faire en sorte que l'État accompagne la prime mobilité. Est-ce que c'est la prime d'activité aussi qui pourrait aller peut-être un peu plus loin? Voilà, je pense que sur la question sociale, il y a beaucoup d'autres choses que au le niveau SMIC. sur la question du symbole, on sait que la baisse de la limitation sur les routes à 80 km/h a beaucoup heurté les zones rurales. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez revenir? On a toujours dit, pour cette réforme, comme pour les autres d'ailleurs, qu'elle serait évaluée. Nous, c'est quelque chose à laquelle on croit. C'est-à-dire, on vote une réforme, mais elle mérite d'être évaluée pour savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, je ne suis pas certaine que dans un délai aussi court, parce que ça fait à peu près 6 mois... Emmanuel Macron, vendredi, a dit à des élus des Yvelines, de votre département, que c'était une connerie, je le cite, des 80 km/h. Écoutez, les propos rapportés du chef de l'État par ceux qui ont eu une conversation en privé avec lui, moi, je m'en méfie toujours. Quand j'ai des conversations privées avec le chef de l'État, j'évite de les étaler dans la presse. Donc, en tout cas, il n'est pas là pour confirmer. Ce que je sais, c'est que, évidemment, c'est une mesure qui est vue comme une contrainte supplémentaire. Quand on vous dit au lieu de 90, vous allez rouler à 80, forcément, c'est une contrainte nouvelle. Mais on l'a fait pour une raison simple. C'est qu'il y a trop de gens qui meurent chaque année sur les routes. Alors, je veux bien qu'à chaque fois, on nous dise que ce n'est pas un argument. On nous dit la même chose d'ailleurs sur la pollution de l'air. Après tout, 48 000 personnes qui meurent chaque année, c'est pas important. Mais ce seraient les mêmes qui demain attaqueraient le président de la République ou le gouvernement en disant « Vous saviez, il y avait des mesures envisageables et vous ne les avez pas prises. » Donc on a pris nos responsabilités là-dessus et on verra les effets. On a vu que cet été, il y avait une baisse de la mortalité sur les routes. Laissons le temps de l'évaluer sur une année et après, on verra si c'était bien ou non. Marcelo Westphred. Ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, qui était le patron du PS, dit il faut un gouvernement de concorde nationale. Oui ou non, c'est une bonne idée? Je ne sais pas si Jean-Christophe Cambadélis est candidat à lui-même. Je ne suis pas certaine que ce soit la grande attente des Français. Et je sur trouve le principe de la concorde nationale. Mais sur le principe de la concorde nationale, c'est le gouvernement que vous avez en face de vous. Ce sont des gens qui ont des parcours politiques différents. Certains viennent de la gauche, certains viennent de la droite. Vous avez des gens qui n'avaient jamais eu d'engagement politique préalable. Est-ce que c'est pas ça la concorde nationale que d'avoir réussi à ramener dans un gouvernement celles et ceux dont on s'est toujours dit ils ont tout pour travailler ensemble, permettons-leur de le faire. Et là, c'est bien le cas. Justement, Aurore Bergé, un porte-parole de la République En Marche, vous êtes notre invité ce matin. Est-ce que le Premier ministre est devenu un problème? Vendredi soir, Marcelo Westphred en parlait, le président recevait des élus, il a dit le gouvernement a confondu vitesse et précipitation. Est-ce qu'il peut continuer avec Édouard Philippe, le président de la République? Oui, je pense que le président de la République peut continuer. Déjà, ce n'est pas, encore une fois, à moi de le dire. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a un Premier ministre avec lequel on sait travailler. C'est difficile, ça. Le gouvernement a confondu vitesse et précipitation. C'est quand même un désaveu de ce qu'a fait le gouvernement. Mais en tout cas, Édouard Philippe. Vous savez, si on se retrouve dans cette situation-là, ça veut dire qu'on a tous une part de responsabilité. Moi, en tant que députée, parce que j'étais la première à dire qu'il faut aller vite. Mais vous voyez bien aussi que, encore une fois, les mêmes qui disent vous allez trop vite, en même temps, demande à ce qu'on ait des résultats rapides. Moi, je ne sais pas obtenir des résultats rapidement si on ne travaille pas vite. Mais la difficulté, c'est encore une fois de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre le cap. Et encore une fois, la difficulté, c'est que notre projet, il a été aperçu comme étant un projet qui créait des contraintes nouvelles. Là, on a toujours été ceux qui, au contraire, voulaient apporter plus de liberté. Édouard Philippe, vous ne répondez pas précisément. Moi, je vous réponds que moi, je suis heureuse de travailler avec ce Premier ministre, qu'il est aux côtés des parlementaires depuis le début du mandat, qu'on le voit très régulièrement, qu'on le voit au travail. Je trouve qu'il a démontré sa solidité dans une période de crise qui était très difficile. Je trouve que le ministre de l'Intérieur aussi, qui était beaucoup attendu dans cette période et qui avait été assez critiqué initialement, a su démontrer à quel point il tenait son rang et il a su mettre en place un dispositif d'ailleurs de nature nouvelle, notamment à Paris. On a bien vu que le mouvement des Gilets jaunes s'était radicalisé. Les gens qui sont sur les ronds-points sont de plus en plus déterminés. Est-ce que vous craignez d'ores et déjà, alors qu'on est lundi matin, un acte 5 samedi prochain? Je l'espère pas. J'espère déjà qu'ils vont pouvoir écouter aussi ce que le président de la République a à dire aux Français. Il va s'adresser à l'ensemble des Français, pas uniquement d'ailleurs à ceux qui manifestent. En effet, il y a une radicalisation. On l'a observé nous-mêmes en tant que parlementaires parce qu'on a reçu des délégations de Gilets jaunes à de nombreuses reprises. On voit aussi des demandes qui sont extraordinairement diverses, des parcours qui sont divers parmi les gens qui manifestent. Sauf que la difficulté, c'est que la colère, ça ne suffit pas. C'est pas sur l'addition des colères que vous créez une politique publique et encore moins sur la violence que vous pouvez trouver des solutions. Donc ce que je redis à celles et ceux qui aujourd'hui tiennent encore des ronds-points ou qui veulent bloquer, c'est néfaste à la France, c'est néfaste à l'économie française, c'est néfaste aux petits artisans, aux commerçants qu'ils prétendent défendre. Je pense qu'il y a des grands sites internet qui, eux, sont ravis que les Français fassent plus leurs cours sur Internet. Si on veut aider l'économie française, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Et puis c'est néfaste à eux-mêmes parce que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à avancer. Aurore Bergé, on sait
sait que, par exemple, ce week-end, il y a une députée de la majorité de Dordogne qui a vu sa voiture brûler devant chez elle. Il y a un danger aujourd'hui, des menaces sur les parlementaires, un danger croissant? Oui, il y a des menaces qui pèsent sur les parlementaires. Un autre collègue, la veille, avait reçu une balle au travail de son épouse, d'ailleurs, en lui disant que la prochaine fois, ce serait une balle entre les deux yeux. J'ai reçu des lettres de menaces, des coups de fil, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, je ne devrais pas dire ça. Mais oui, on a des menaces qui sont sur les parlementaires. Mais il y a des menaces plus grandes, qui sont des menaces contre la démocratie représentative et qui ont été proférées aussi par des élus ou par des responsables politiques. Et vous visez? En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, ses partisans, certains qui sont futurs candidats aux élections européennes, qui clairement ont dit que cette élection n'était pas légitime. Quand Jean-Luc Mélenchon est à la tribune de l'Assemblée nationale et dit cédez ou partez, ce qui signifie l'élection ne veut plus rien dire, parce qu'il y a une manifestation, vous devez céder à la rue ou vous devez partir et quitter votre mandat, il oublie qu'il n'a pas été élu. Et je pense que cette aigreur depuis l'élection présidentielle l'a conduit à avoir des propos particulièrement dangereux pour la démocratie. Une question aujourd'hui, il y a le pacte des migrations qui sera signé à Marrakech. Les Gilets jaunes s'en sont saisis. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit d'une manipulation de l'extrême droite ? Clairement, quand on voit les propos tenus par Marine Le Pen dans certaines émissions ce week-end, on voit bien qu'elle cherche à manipuler l'information sur ce sujet-là. Mais on l'a bien vu d'ailleurs sur ce sujet comme sur bien d'autres, le volume de fausses informations qui circulent. Moi, ça fait des mois que je me bats face à des fausses informations qui me concernent, où on dit que j'aurais dit que les retraités gâtaient trop leurs petits-enfants, qu'ils avaient déjà la chance de manger 3 fois par jour. Et je vous assure que ça a pénétré et que moi, à chaque fois en réunion, on m'oppose des arguments et des phrases que je n'ai jamais prononcées et je dois prouver que je ne l'ai pas prononcées. Et sur le pacte de Marrakech, c'est grave parce que ce sont des responsables politiques, enfin prétendument responsables, qui s'en saisissent. Encore une fois, ça n'est absolument pas contraignant, ça n'est pas une invasion d'immigration qui va arriver dans notre pays parce qu'on signe le pacte de Marrakech. Vous avez vu d'ailleurs que beaucoup Poutine, Trump, beaucoup de dirigeants étrangers se moquent aujourd'hui des problèmes que rencontre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a perdu sa crédibilité sur la scène internationale? Tweet de Donald Trump, entre autres. Tweet de Donald Trump, très sévère, oui. Je ne crois pas que le président de la République ait perdu une quelconque légitimité sur la scène internationale. Au contraire, je vois à quel point il est attendu, notamment au niveau européen. On va avoir des échéances majeures fin mai sur la question européenne. Et moi, je ne veux pas que la France connaisse le même sort que d'autres pays européens. Et je n'ai pas envie d'avoir fin mai une carte où on verrait la progression brune de l'extrême droite sur l'ensemble des pays européens. Et pour lutter contre ça, il faut absolument qu'on avance plus vite, plus fort et qu'on obtienne des résultats. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Il y a des projets de loi du coup qui sont moins urgents, qui attendront. Je pense à celui sur l'audiovisuel, par exemple, dont vous êtes occupé. Je l'espère pas, parce qu'il ne faut pas que les mouvements qui existent aujourd'hui occultent aussi des sujets qui sont importants, peut-être dont les Français ont peut-être moins l'impression que c'est important dans leur quotidien immédiat, mais en tout cas c'est prévu pour le printemps au Conseil des ministres et j'espère que ce sera bien tenu. Merci. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Marcelo Vestre et Nathalie Moret restent avec nous. On accueille dans un instant Geoffroy Didier. À tout de suite. Voilà, changement à vue. On est en direct. Geoffroy Didier passe derrière moi. Et Aurore Berger quitte ce plateau. Bonjour Geoffroy Didier, vous êtes secrétaire général délégué des Républicains. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Entre autres, vous avez en charge l'attractivité de la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a des conséquences financières très palpables aujourd'hui de tous ces dégâts? Est-ce que vous les avez listés? Est-ce que vous avez des sommes à nous annoncer, des chiffres? Les chiffres, c'est un peu trop tôt pour le dire. En revanche, c'est toute l'image de la France qui se trouve écornée. Nous faisons la une de tous les médias et de tous les grands quotidiens du monde occidental. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Surtout dans la mesure où, souvenez-vous, Emmanuel Macron était le président qui, et d'ailleurs j'étais le premier à l'admettre, redorait l'image de la France dans le monde après le quinquennat de François Hollande. Et tout ce qu'il avait réussi à faire à travers sa jeunesse, à travers sa volonté de faire de la politique autrement, eh bien, est désormais à plat. C'est une mauvaise nouvelle pour la compétitivité de nos entreprises. Et je pense évidemment à tous ces commerçants qui ont vu l'économie d'une vie partir en fumée en quelques instants. Et c'est une mauvaise nouvelle pour la France et pour la grandeur de la France dans le monde. C'est la raison pour laquelle, effectivement, Emmanuel Macron doit y répondre au plus vite. Mais vous il y a une allez urgence faire des sociale, choses mais il y a aussi une urgence d'image. Vous allez faire des choses en concernant l'attractivité de la région Île-de-France? Écoutez, nous, ce que l'on attend surtout, c'est une réponse
politique de la part du président de la République. Justement. Seulement ensuite, nous pourrons agir. Mais tant que Emmanuel Macron n'aura pas répondu à cette colère par une réponse politique, et tant qu'il n'aura pas fait face à cette urgence sociale, nous pourrons malheureusement pas agir nous-mêmes au sein de la collectivité. Justement, le président de la République s'exprime ce soir à 20h. Qu'attendez-vous du président de la République? D'abord, j'attends qu'il montre qu'il est décidé à quitter Jupiter pour rejoindre la planète Terre. C'est pas déjà fait, il a déjà fait des... Non, c'est un point fondamental. Parce qu'en fait, il a opposé aux Français, à tous ceux qui galèrent, à tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, un mépris, une arrogance, une distance, des silences auxquels il doit mettre fin immédiatement. Il faut qu'il montre aux Français ce soir à la télévision, et que tout cela ne soit pas fin, que non seulement il les écoute, mais qu'il les considère, qu'il les respecte. Et puis ensuite, il y a les actes. Et pas besoin de symposium à la noix, pas besoin de discours larmoyants, pas besoin d'artifices de communication. Il faut qu'ils disent tout simplement aux Français qu'il renonce définitivement à toutes les hausses d'impôts et de taxes auxquelles il a procédé depuis le début du quinquennat. Alors il a dit annulation de la hausse de la taxe carbone, donc ça c'est acté. Sur le fond... Annulation de la hausse prévue au 1er janvier, c'est-à-dire 3 centimes de plus par litre d'essence et 6 centimes par litre de gasoil. Mais il a déjà procédé à d'autres augmentations auxquelles il doit mettre un terme. Sur le cap, est-ce qu'on sent que le gouvernement est tenté maintenant de faire porter les efforts sur le dos des entreprises? Est-ce que vous craignez un changement de cap et une sorte de tournant social qui serait annoncé ce soir? Si c'est au déficit des entreprises, ça ne marchera pas, parce que les entreprises, qui sont-elles? Ce sont celles qui créent de la richesse et qui donc produisent des emplois et donc produisent des salaires. La seule solution, vous le savez, nous le savons et tous ceux qui nous regardent le savent, c'est la baisse de la dépense publique. Et nous avons des propositions au sein des Républicains. Pardon, vous êtes contre donc l'idée d'une prime qui serait versée par les entreprises, qui est une des pistes qui est en cours d'études? Je ne suis pas en train de vous dire que les entreprises ne doivent pas participer à l'effort social. Je dis juste que si ce soir, Emmanuel Macron vient à la télévision pour dire « ce sont les entreprises », c'est-à-dire ceux qui créent des emplois qui paieront l'addition, ça ne sert à rien qu'ils viennent à 20h s'expliquer devant nous. Moi, ce que je veux, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Nous sommes aujourd'hui le pays qui détient le record des pays de l'OCDE absolu des prélèvements obligatoires. Emmanuel Macron avait promis aux Français, il s'était engagé devant eux à baisser de 20 milliards les impôts et les taxes, dont 10 milliards pour les ménages. Résultat, 18 mois après seulement, il les a non pas baissés, mais augmentés de près de 5 milliards d'euros. Il y a, et il faut bien que vous le compreniez, un phénomène de saturation de l'impôt. Donc ce que nous attendons au sein des Républicains, de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il décide clairement de mettre un terme, de renoncer et d'annuler les augmentations d'impôts et de taxes rétroactivement. On ne peut pas faire autrement. Les Français qui sont effectivement en train d'exprimer leur colère sont à bout. C'est pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est qu'ils ne peuvent plus payer. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'Emmanuel Macron devait le comprendre en respectant et en considérant ces préoccupations des Français. Alors un mot quand même sur le plan policier. On a eu des forces mobiles qui étaient très nombreuses, qui étaient très mobiles. Il n'y a pas eu d'atteinte sur des lieux emblématiques. On n'a pas eu de mort. Est-ce que vous dites que ce week-end, est-ce que vous adressez un bon point à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? J'adresse un bon point aux forces de sécurité, aux près de 80 000 policiers et gendarmes qui ont sacrifié leur moment de liberté et qui d'ailleurs ont pris parfois des risques pour leur propre vie. Mais attention quand même, disons la vérité aux Français, il y en a eu des violences, il y a eu des commerçants qui ont vu leur commerce détruit, il y en a eu des voitures brûlées. Le premier adjoint à la mairie de Paris dit qu'il y a eu plus de dégâts matériels, vous parliez, Cyril Viguier, d'attractivité, que la semaine précédente. Il y a des villes aussi. Bien sûr, et tant mieux. Il y a des villes de province qui ont été touchées avec des violences extrêmes et qui n'avaient pas été touchées le samedi précédent. Donc, pas de satisfecit de la part du gouvernement, s'il vous plaît. Pas d'autosatisfaction au regard de ce qui s'est malheureusement déroulé samedi. En revanche, oui, les forces de sécurité ont fait preuve d'un sang-froid, mais pas seulement d'un sang-froid, d'un véritable sens de l'État. Et j'appelle, moi, à ce qu'il y ait un sursaut républicain où la République impose sa loi, son ordre, mais aussi sa force. Geoffroy Didier, nous sommes le 10 décembre. Il y a tout juste un an, Laurent Wauquiez devenait le président des Républicains. Un an plus tard, pourquoi ça ne prend pas?
Et c'est vous qui le dites. Là, nous sommes dans une crise des classes moyennes. Les classes moyennes sont le cœur de l'action de Laurent Wauquiez. Exactement. Or, les gilets jaunes ne lui rendent pas. Pourquoi ? Attendez, les gilets jaunes, ils sont là pour dire quelles sont leurs préoccupations sociales et leur quotidien, leur fin de mois. Ils ne sont pas là pour faire de la politique politicienne. C'est ce que montrent tous les sondages. Tous les sondages montrent. Les sondages, enfin, regardez les sondages si vous voulez. Moi, je regarde le chemin parcouru depuis un an. Laurent Wauquiez est allé chercher sa légitimité dans les urnes, à un moment où la droite était en plein chaos et où personne ne voulait faire le job qu'il fait aujourd'hui. Il a mis en place... Attendez, regardons les faits. C'est intéressant, les faits, quand même. Bien plus que les sondages et les photographies d'un instant. Deuxièmement, il a mis en place une nouvelle génération, avec une dizaine de dirigeants autour de lui. Personne de cela, alors que nous sommes tous parlementaires, n'a jamais été ministre et donc n'est considéré comme responsable du passé, voire du passif. Il est le premier et le seul, au départ, à avoir recensé les véritables failles, celles-là même que vous mentionnez sur les classes moyennes, les failles territoriales, la faille sociale, l'arrogance d'Emmanuel Macron. Alors oui, bien sûr, que le chemin de l'opposition n'est pas un chemin de fleurs et que ça prendra du temps. Mais quand même, admettez les faits, Laurent Wauquiez a été celui qui aujourd'hui s'est le mieux opposé au président de la République et pas seulement proposé des propositions que nous soumettons à Emmanuel Macron pour lutter contre la dette et le déficit public, pour diminuer la dépense publique, nous en avons. Je peux vous en citer ce matin. Geoffroy Didier, un instant, quand il dit par exemple qu'il n'a pas porté de gilet jaune alors qu'il en a porté un, ses adversaires avec photo à l'appui. Avec photo à l'appui, ses adversaires disent qu'il a un problème avec la vérité. Est-ce que ça, c'est pas un souci, on va dire, de personnalité, de profil? Franchement, qu'il ait enfilé un gilet jaune parce qu'un sympathisant, un gilet jaune, lui a mis un gilet jaune pendant 15 secondes pour la photo, on n'en a rien à faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer, par exemple, pour la baisse de la dépense publique, une allocation sociale plafonnée à 75% du SMIC pour que le travail rémunère toujours mieux que l'assistanat. Par exemple, une participation forfaitaire pour ceux qui bénéficient de la SMU. La fin de l'aide médicale d'État au profit d'une assistance médicale d'urgence. L'alignement du secteur public sur le secteur privé quant au régime de retraite. Voilà des propositions de fond. Celle-là même, je termine. Celle-là même que Laurent Wauquiez a mentionné, il a fait une conférence de presse. Ça ne vous a malheureusement pas beaucoup intéressé, je le regrette. En tout cas, un peu moins, parce que vous ne m'avez pas posé la question sur les propositions des Républicains, que le fait que Laurent Wauquiez ait, à un moment, enfilé un gilet jaune. Moi, ça m'intéresse point. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le fait que Laurent Wauquiez, comme une immense partie des Français, vous voyez qu'il est en phase avec une majorité, et effectivement exprimer un fort mouvement de sympathie à l'égard de tous ceux qui galèrent. Vous parliez du passé, du passif aussi, vous disiez ça il y a un instant. Surtout d'avenir, si possible. Nicolas Sarkozy peut-il être un recours? Est-ce que vous le souhaitez, vous? C'est pas la question. Il y a un grand papier dans le point.fr aujourd'hui qui raconte qu'il s'interroge réellement, Nicolas Sarkozy. Vous souhaitez qu'il prenne part à nouveau à la vie politique? Ce sont des propos rapportés. La seule chose que je sais de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a décidé lui-même de se retirer de la vie politique. Il est incontestablement une référence pour nous tous. Il est un recours. Par exemple, son interview dans Le Point sur l'Europe, dont je me suis beaucoup inspiré vraiment dans mes réflexions parce qu'elles sont puissantes. Mais aujourd'hui, nous avons un président élu qui a une légitimité démocratique des Républicains, qui a la charge de reconstruire une nouvelle droite, parce que nous le savons aussi, qu'il y a une nouvelle génération qui doit s'imposer, il y a une nouvelle manière de faire de la politique, il y a un nouveau logiciel, et ça c'est aussi une question sans doute de génération, et c'est celle qu'incarne Laurent Wauquiez. Vous parliez des propositions de Laurent Wauquiez. Il a notamment proposé un référendum sur les propositions écologiques d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse dit qu'il a eu tort. Vous êtes proche des deux. Vous êtes dans quel camp? Je suis dans le camp de tous ces Français qui n'ont qu'une aspiration, c'est à dire ce qu'ils souhaitent fortement. Contre le référendum. Pour le référendum, malgré l'opposition de votre présidente de région, Valérie Pécresse. Je travaille très bien avec Valérie Pécresse, et Valérie Pécresse est en train de réformer l'Île-de-France comme personne ne l'a jamais réformée. Surtout, elle est en train de réparer les fractures territoriales qui étaient immenses dans cette région. Un référendum, ce matin dans le Parisien. Que l'urgence, c'est celle du 20h de ce soir d'Emmanuel Macron, où, je l'espère, il démontrera qu'il est enfin descendu sur terre et qu'il a des propositions concrètes pour les fins de mois des Français. Et ensuite, l'urgence, c'est sans doute de redonner la parole au peuple pour qu'il dise aussi
dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines ce qu'ils ont sur le cœur et quelles sont leurs propositions à eux. Justement, très concrètement, puisqu'on parle de la région Île-de-France, vous préconisez, en tout cas Valérie Pécresse dit plus de diesel, ou disait plus de diesel en Île-de-France en 2030. Quand vous voyez cette crise, est-ce que vous dites on maintient cette mesure ou on va peut-être l'adapter un petit peu? Ce n'est pas une mesure, c'est un souhait. Et il ne vous a pas échappé que depuis, il y a des urgences sociales qui nous sont tous montées à la figure. Il faut revenir sur cette idée. Le rôle des responsables politiques, c'est aussi de prendre la mesure des faits, c'est de répondre aux urgences. Et quand il y a un événement aussi majeur et sans doute structurant que celui de la mobilisation des Gilets jaunes, il faut aussi savoir en prendre acte. Geoffroy Didier, depuis le début de cet entretien, vous n'avez pas parlé du Premier ministre. Il est devenu un problème. C'est un de vos anciens amis. Il était chez les Républicains, Édouard Philippe. Il peut rester? Oui, je crois. Je crois que le problème n'est pas Édouard Philippe. Le problème, c'est Emmanuel Macron et son incapacité à considérer, à respecter les Français. Donc, je n'ai jamais d'ailleurs entendu dans les préoccupations et dans les revendications des Gilets jaunes le départ d'Édouard Philippe. À mon avis, ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup, Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains, d'avoir été notre invité politique ce matin. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques ce week-end et les matinales d'infos ce matin ailleurs. À tout de suite. Le gouvernement a tablé sur une chose pendant toute la semaine, c'est que les gens n'oseraient pas se mobiliser dans la rue, à Paris, et en France et ailleurs. Ils ont été aussi nombreux. Oui. La plupart du temps, dans une très grande majorité pacifique. Il faut que le président de la République parle, et parle vite. Il faut qu'ensuite il annonce des mesures fortes. La question du pouvoir d'achat, des plus modestes d'entre nous, doit être évidemment abordée. Laissez-moi vous dire que nous sommes à la fois contre le chaos causé par les manifestants et la violence disproportionnée utilisée contre eux. Cependant, cette image montre l'échec de l'Europe dans son examen de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés. Ce sont des gens qui aujourd'hui profitent d'une situation pour justifier leur propre politique qui, elle, pour le coup, est une politique anti-climat, voire totalitaire, avec des risques en tout état de totalitarisme en ce qui concerne la Turquie. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, qui était élu sur une promesse de rupture, est dans une continuité qui aggrave la situation. C'est-à-dire on met la politique de Sarkozy et la politique de Hollande dans un shaker, on secoue et il met une épice encore plus digeste. C'est toujours les mêmes, les classes populaires et les classes moyennes qu'on frappe durement, les anciens, avec la hausse de la CSG, et puis qu'elle est bénéficiaire de tout ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va envoyer un de ses sous-ministres signer le pacte de Marrakech pour faire venir de l'immigration massive dans les prochaines années, les prochaines décennies. C'est la veille des fêtes de Noël, et là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le commerce. C'est une catastrophe pour notre économie. Donc nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter des réponses très concrètes, très directes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y aura pas d'annonce, effectivement, de surprise sur le coup de pouce supplémentaire. Mais le coup de pouce SMIC, on sait que ça détruit des emplois. On s'aperçoit que c'est lui le problème. C'est lui par ses insuffisances et aussi par sa suffisance, par son arrogance. Il a fracturé le pays. Il a créé des tensions, il a provoqué, il a insulté les Français, la France, souvent depuis l'étranger. Ce que je propose au président de la République, c'est qu'il parle de la mise en œuvre d'un nouveau contrat social. Si on a un mea culpa à faire, c'est sur le fait... Sur le fond, mais peut-être encore plus dans notre discours et dans notre manière d'amener tout le monde vers quelque chose sur le fait que l'injustice sociale ressentie, et qui n'est pas d'hier, correspond à une injustice territoriale, qui n'est pas d'hier non plus, mais si le président a été élu, c'est aussi justement pour recréer cette énergie française, cet optimisme pour tous. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. On vous y retrouve, à tout de suite.